Chers internautes, rebonjour, rebonsoir. Je continue comme je vous avais promis sur la thématique de la vidéo Paul Afro-Erazi de la pensée caribéenne, suite réalité de la situation en Martinique. Je vous avais montré ce croquis qui parle de la déconstruction et qui vous montre dans la réalité que le peuple martiniquais est enfermé, prisonnier, en otage dans ce triangle. Il y a la colonisation d'une part et d'autre part, à l'autre angle du triangle, il y a la collaboration. Donc, nous pouvons schématiser et synthétiser ici, schématiquement, et le processus de décolonisation, de déconstruction coloniale, disons, déconstruction coloniale, il vient d'ailleurs et que c'est la nouvelle donne inattendue puisque qui est finalement indépendante de la planification systémique, cette nouvelle donne de déconstruction coloniale qui est d'essence, comment dirais-je, on peut dire traditionnelle, qui, comment dirais-je, prend son essence dans notre univers civilisationnel et dans l'essence cosmique. Tout d'abord, je vais procéder pour vous décortiquer quelques réactions d'internautes. Vous voyez, j'ai quand même occulté le nom des internautes, mais je vais en fait vous indiquer certaines réactions des internautes par rapport à mes interventions, à mes vidéos. Là, j'ai un internaute qui constate que la réalité martiniquaise, elle est triste. Il dit, c'est triste à dire, mais tu ne peux sauver des esclaves satisfaits de leurs conditions sociales et spirituelles. C'est ce que dit un internaute. Comme je vous dis, vous avez vu que nous avons occulté son nom. Il nous dit que sa tristesse face au fait que nous, les militants, nous, les réformateurs, nous avons comme projet de sauver, d'après ses dires, sauver des esclaves qui sont satisfaits de leurs conditions sociales et spirituelles. Ce que je peux donner comme réponse à cet internaute pour lui dire que j'ai l'impression que face à la complexité de la situation, il est quelque peu découragé. Mais en réalité, il n'y a pas lieu de se décourager et c'est pour cela justement que j'ai entrepris de faire une série d'interventions de communication à l'intention des internautes pour qu'ils aient la conviction que le travail de conscientisation a pour but de créer cette flamme, cette étincelle de discernement chez ceux que lui, il appelle des esclaves satisfaits de leurs conditions sociales et spirituelles. Parce qu'en son temps, nous avons un auteur qui s'appelle Cabor Masson, qui a écrit Les puissances d'argent en Martinique, et il disait que il faisait un constat, disait que les élites martiniquaises ne sont pas pour soi. Et il les stigmatisait, en ce sens, il allait jusqu'à traiter les élites de bâtards, puisque, en fait, elles étaient tout à fait inféodées, tout à fait, comment dirais-je, serviles dans un système. Donc, c'est Cabor Masson qui disait cela.
Alors, l'internaute poursuit dans sa réaction. Il dit que à l'époque de l'esclavage, nos ancêtres ne savaient pas lire, et aujourd'hui, les gens qui lisent, c'est-à-dire, ils sont dans une, il a employé le terme, ils sont dans toute sauce et dans tout ce qui n'est pas bon. C'est ce que dit l'Internet. Effectivement, nos ancêtres, contrairement à ce que croit l'internaute, nos ancêtres esclaves n'étaient pas analphabètes parce qu'ils étaient issus d'une culture africaine qui possédait déjà l'écriture et qui possédait déjà des comment dirais-je, des sciences comment dirais-je, particulières, des sciences particulières qui ont nourri comment dirais-je, l'Afrique dans son épanouissement civilisationnel, et que nos ancêtres, bien sûr, ils ne connaissaient pas la langue française, mais parmi nos ancêtres, il y avait des gens qui étaient véritablement en possession d'un savoir, et ce n'étaient pas des analphabètes, contrairement à ce que cet internaute croit, et que c'est en contact avec le matraquage de la civilisation prédatrice qu'ils ont été sévrés progressivement des racines même de leur culture, et ça a été véritablement pour eux une véritable résilience pour justement pour ceux qui ont conservé les éléments de leur civilisation pour pouvoir nous les transmettre. Donc, voilà. Et cet internaute, il dit la base de la révolution est spirituelle, et la spiritualité, c'est personnel. Et que chacun a le libre arbitre, et le Martiniquais, dans sa majorité, il nous dit que le Martiniquais n'a rien à faire de l'histoire de ses ancêtres, vu que c'est du passé. Donc, oui, cet internaute, il a une vision des choses, et je souhaite qu'il fasse des recherches de manière à progressivement changer son point de vue, parce que effectivement, il est très important de se rattacher à son histoire, à connaître ses ancêtres véritablement, pas comme on nous les a présentés, mais véritablement comme ils sont. Et nous avons la référence, l'Afrique, où nous pouvons faire des recherches, etc., etc. J'ai un autre internaute dont je présente, nous avons occulté aussi son nom. Il nous dit là, puisque nous parlions que la Martinique vit une conspiration vaste de la part des élites parasitaires, dont l'ennemi n'est pas le colonialisme, mais véritablement le peuple. Donc cet internaute disait que le but est de foutre le bordel pour manipuler le petit peuple. Donc il parle de ceux justement que nous indiquions et il dit le but est de foutre bien le bordel pour manipuler le petit peuple et tirer avantage des classes dirigeantes. Le peuple, il se pose la question, le peuple est-il encore dupe? Faut-il dire que souvent les indépendantistes parlent en métaphore et n'ont jamais nommé un chat, et souvent issus du fonctionnariat tranquille pépère, les gens qui bossent et doivent nourrir leur famille n'ont pas le temps. Non, voilà. Donc voilà, j'ai retransmis un petit peu des réactions des internautes. On voit que pour certains, ils sont dans un réel pessimisme. Mais je vous rappelle que nous sommes dans une phase, ce que j'appelle nouvelle donne, déconstruction coloniale, et véritablement le peuple est incarcéré dans ce carré noir que vous voyez. Le peuple martiniquais est prisonnier, otage, d'une part
de la colonisation et de la collaboration néocoloniale. Donc, je vais poursuivre sur cet élan et vous parler encore et encore du nouveau colonialisme. Pour ceux qui n'en sont pas habitués avec cette terminologie néocolonialisme, le néocolonialisme, cela signifie le nouveau colonialisme. C'est-à-dire que la domination, l'exploitation exogène, je veux dire étrangère, comment dirais-je, a fait école. Elle a fait école sur le plan de l'idéologie et sur le plan de la méthode de manipulation du peuple. Et il faut dire que le but du colonialisme exogène et le but du néocolonialisme, c'est-à-dire le nouveau colonialisme endogène, eh bien, le but est le même, parce que dans la pratique, il s'agit d'une suite, d'un replâtrage systémique, comme cela a été fait avec Jacques Foccart en Afrique, dans ce qu'on appelle la France-Afrique, avec comment dirais-je, la francophonie, avec la coopération francophone, avec le franc CFA, avec la mise en place de ce qu'ils appellent la coopération économique. Il s'agissait de piller les richesses, les matières premières du continent, et avec un consensus politique d'hommes qui ont été mis en place au Congo, en Centrafrique, au Sénégal, etc., etc. Dans un certain nombre de pays d'Afrique, c'était des intellectuels pour la plupart, comme chez nous en Martinique, et c'était aussi des anciens militaires. Et donc, c'est ainsi que le nouveau colonialisme s'est installé en Afrique. Mais au même moment que de cette installation du nouveau colonialisme en Afrique, qu'on appelle la Centrafrique, nous disons qu'il y a eu ce qu'on appelle la France-Afrique outre-mer. C'est une nouvelle forme de nouveau colonialisme qui intègre dans, comment dirais-je, dans l'organigramme de la domination des autochtones martiniquais qui vont jouer un rôle important dans le contrôle pour aider la tierce culture occupante à exercer un contrôle total. Donc, il y aura comme on dit, administrativement, un phénomène de substitution. Parce que les éléments qui représentaient, en fait, le pouvoir de domination de la tierce culture coloniale, ils vont se choisir des rôles, c'est-à-dire clés dans l'organigramme de la colonisation, et en même temps mettant en place un système de néocolonisation. Et le système néocolonial a été intelligent parce qu'il s'agissait de placer dans les communes, contrairement, on voit que c'est une logique équivoque par rapport à ce qu'on appelle la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'était un mouvement disons, un mouvement de réforme fondamentale, de changement. Mais l'installation des communes, du contrôle des communes en Martinique ne pouvait pas se faire avec les éléments blancs
il faut le dire, hein, les éléments exogènes, ce n'est pas pour évoquer une question de couleur ni raciale. Donc, il a fallu c'est-à-dire une vietnamisation de la commune. Le mot vietnamisation vient des Américains parce que quand ils sont arrivés au Vietnam, pour vaincre les Vietnamiens, ils ont intégré des Vietnamiens dans leur lutte. Donc, il y a une vietnamisation de la commune, des communes en Martinique, et ils ont mis en place des éléments endogènes qui étaient chargés de faire fonctionner le pays aux ordres de l'organigramme de ceux qui étaient placés, comment dirais-je, dans les postes clés de l'organigramme colonial. Donc, colonisation et néocolonisation et colonisation et nouveau colonialisme se tiennent parce que ce sont deux pièces du puzzle qui s'emboîtent. Et donc, on peut parler de l'empire de la France-Afrique sur le continent africain. Mais on peut parler aussi, quand nous parlons de, comment dirais-je, de France-Afrique outre-mer, il y a aussi un empire. Il y a un empire dans les régions insulaires. Il y avait Madagascar, bon, mais dans cet empire, on comprend des pays, des îles, qui sont dans la Polynésie, qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui sont Mayotte, qui sont la Réunion, qui sont la Guyane, qui sont les îles des Caraïbes, et tout ça fait partie d'un empire qui est fondé sur un espace géopolitique maritime comprenant plusieurs océans, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, la mer Caraïbe, et aussi qui englobe un certain nombre de nations, et c'est ça la troisième puissance maritime mondiale. Donc, c'est ce que nous appelons la France-Afrique outre-mer, c'est cet espace-là qui prévaut dans l'escarcelle du système impérialiste. Donc, pour parler du nouveau colonialisme, nous avons expliqué que ce qui s'est passé en 1946, il y a eu un phénomène qu'on a qualifié de départementalisation. Mais cette départementalisation, elle se traduit comme un diktat. Tel que nous l'avons conceptualisé, un diktat imposé à un leader nationaliste, Aimé Césaire, qui avait un programme de déconstruction coloniale et qui a été contraint par ce que nous appelons une résidence littéraire surveillée, qui prend le nom de, dans notre livre, nous parlons de négritude, départementalisation ou du cercueil. Voilà ce diktat de l'Empire qui a été imposé en 1946 à Aimé Césaire. Et donc, Aimé Césaire a été condamné à une résidence surveillée littéraire, et en même temps, le peuple martiniquais a été condamné à une peine de perpétuité incompressible de ne pas sortir du joug de la domination coloniale. Voilà, on peut résumer ainsi pédagogiquement ce qui s'est passé en 1946. Et donc, c'est une situation paradoxale puisque au même moment, la Guinée avec Ahmed Sékou Touré réussissait sa programmation de rupture par la décolonisation. Donc vous voyez, il y a un phénomène paradoxal
qui s'est passé en Martinique par rapport à la Guinée. Et là, il faudra que faudra faire des recherches pour comprendre comment le leader nationaliste martiniquais a été contraint. Et c'est pour cela que nous parlons de négritude, départementalisation ou du cercueil. Et je rappelle que effectivement, cette logique du cercueil avait été déjà exécutée pour d'autres leaders nationalistes. On peut quand même citer un petit peu quelques-uns sur l'échiquier colonial. Monsieur Kataye de la Guyane a été éliminé parce que son avion a sauté, un avion comment dirais-je, de transport a sauté et Kataye a été anéanti. Il y a aussi le journaliste Ali Ker qui a été anéanti de la même façon, éliminé. Donc, Césaire était dans la fourchette d'élimination et ils ont éliminé son projet de comment dirais-je, ils ont éliminé son projet de déconstruction et ils l'ont gardé en vie, mais en résidence littéraire surveillée. Parce que leur objectif, c'était de placer la Martinique d'infliger à la Martinique une peine incompressible à perpétuité de ne pas pouvoir sortir sous le joug colonial. Donc, ils ont réservé ce sort à Aimé Césaire. Mais dans la continuité de l'évolution du nationalisme martiniquais, il y a eu des faits très importants avec l'OJAM, l'Organisation de la jeunesse martiniquaise, qui ont véritablement secoué le joug du colonialisme. Et nous verrons qu'il y a tout un processus qui s'est mis en place par la suite pour ce qu'on appelle créer un ministère de l'émigration pour dépeupler la Martinique de sa jeunesse, pour créer le Bumidum, permettre par le biais de ce ministère de l'émigration de déposséder la Martinique de ses forces vives, de faire entrer les arsenaux médiatiques de la télévision, de la radio française, et ensuite, comment dirais-je, c'est-à-dire mettre en place une logistique de renforcement de l'assimilation à travers un certain nombre de dispositifs qui ont été maintenus. Et donc, par conséquent, on peut dire que comme aux États-Unis, après avoir expulsé par l'émigration, par l'exil, une partie de la jeunesse, il y a un processus de criminalisation de la jeunesse, de destruction de la jeunesse par l'introduction des stupéfiants, c'est-à-dire la jeunesse a été, comme disent les militaires ou les policiers, c'est un moindre mal, l'autodestruction de la jeunesse comme il a été fait aux États-Unis, la criminalisation des Black Panthers, du mouvement civique, parce que ces gens-là, aux États-Unis, ils avaient organisé des systèmes, des réseaux sociaux, comment dirais-je, des coopératives où le peuple pouvait trouver de quoi s'épanouir, de quoi s'instruire, de quoi se développer, de quoi créer un maximum d'autonomie, d'autosuffisance vestimentaire, alimentaire et d'épanouissement sociétal. Donc, on se rappelle qu'aux États-Unis, ils ont criminalisé d'abord les leaders, ils ont été jetés en prison et les services ont mis en place un programme de criminalisation et d'intoxication de la nouvelle génération par le lancement des projets de diffusion, de très large diffusion du crack, de la cocaïne, pour complètement éliminer, dévier cette jeunesse vers d'autres objectifs crapuleux que
des idéaux et des principes qui animent une culture de résistance civique et d'émancipation. Donc, la même chose a été faite à la Martinique, et surtout ce qui va se faire en 1968, c'est ce qu'on appelle l'introduction du chabinisme. L'introduction du chabinisme avec un personnage qui se dit Chabin, qu'on appelle Alfred Marie-Jeanne, qui en fait s'est introduit par effraction dans le nationalisme martiniquais et qui sera à l'origine de ce que j'appelle les chimères du chabinisme. Or, les chimères du chabinisme, c'est une déviation faussement indépendantiste à travers une structure qui va s'appeler le MIM, Mouvement Indépendantiste Martiniquais, qui, loin s'en faut, n'avait rien d'indépendantiste. C'était tout simplement une manipulation de récupération de l'organe d'émancipation du peuple martiniquais. Mais à la base de ce qu'on peut appeler chimères, les chimères du chabinisme, il y a un véritable bluff, il y a une véritable tromperie, puisque ce qui s'est passé, c'est que contrairement à toute société coloniale, il y a des organes qui font un travail de formation, d'information et de conscientisation du peuple afin qu'il accède à la responsabilité et qu'il puisse décider de son destin. Et c'est le contraire qui va se faire pour la construction coloniale. C'est-à-dire, voilà un mouvement soi-disant faussement indépendantiste qui va organiser la construction coloniale pour asseoir une nouvelle colonisation. Et donc, cette tromperie, ce bluff, il va se manifester par ce qu'on appelle les dérives électoralistes. Parce que le chabinisme, d'abord, va se manifester par la pensée unique qui va compromettre le débat contradictoire, qui va compromettre comment dirais-je, l'analyse politique dans un mouvement qui est nécessaire pour évaluer chaque étape de la situation. Donc, comment dirais-je, le débat contradictoire sera oblitéré dans ce mouvement par ce qu'on appelle la pensée unique. Et la pensée unique va dévier l'orientation des militants du mouvement ouvrier de certaines organisations pour les convaincre que le pouvoir est au bout de l'électoralisme. Donc, le caractère néfaste de cette orientation va démobiliser des militants, va les investir dans la fausseté de la collaboration par l'électoralisme, et progressivement le mouvement du peuple martiniquais sera intégré à un système de collaboration se traduisant par le nouveau colonialisme. Donc le nouveau colonialisme, c'est un puzzle, c'est un système de puzzle qui s'imbrique dans le colonialisme, mais qui est prévu dans la stratégie du système. Donc aujourd'hui, nous sommes parvenus au summum de ce néocolonialisme qui est la collectivité territoriale de la Martinique, qui est en définitive le pendant de la France-Afrique continentale. La France-Afrique continentale qui fonctionne avec des réseaux du pouvoir liés à la matrice. Donc, la collectivité territoriale telle qu'elle a été conçue, c'est une formation
de la France-Afrique outre-mer. Et là, il y aura comment dirais-je, deux niveaux. Donc, il y aura un niveau, il y aura une généralisation de la corruption idéologique. Et il y aura deux niveaux. Il y aura ceux qui vont participer directement à l'œuvre de la collaboration du nouveau colonialisme, qui, pour des raisons vivrières, pour des raisons pécuniaires, vont percevoir des allocations politiques pour mettre aux mains de l'occupant toutes les affaires du peuple martiniquais. Donc, les affaires martiniquais, du peuple martiniquais, seront livrées aux mains de l'occupant par rapport à une sous-traitance endogène, une sous-traitance martiniquaise de la collaboration qui va faire mettre en place cette livraison, cette, comment dirais-je, cette, on peut dire cette capitulation pour des raisons, en échange des allocations politiques. Et c'est pour ça que nous avons expliqué qu'il y a une contradiction entre les 350 000 habitants qui constituent le peuple travailleur, les travailleurs administratifs, les travailleurs du privé, les travailleurs à tous les niveaux structurels, à tous les niveaux, hein, travailleurs du BTP, tous les travailleurs qui construisent la Martinique. Et il y a cette élite qu'on appelle l'élite parasitaire qui ne travaille pas pour la Martinique, mais en fait qui est comment dirais-je, une structure qui fait tampon, qui fait l'interface entre l'occupation et le peuple de la Martinique qui est finalement dépossédé progressivement de toutes ses prérogatives au profit de comment dirais-je, du statut de domesticité d'une élite parasitaire qui perçoit des allocations politiques pour faire ce travail. Donc, il y a ce premier niveau, des gens qui sont affichés exactement comme au temps de la collaboration, le maréchal Pétain, ses collaborateurs qui étaient actifs, qu'on voyait. Mais à un deuxième niveau, il y a, comment dirais-je, les suppôts des personnes qui ne sont pas investies dans le mécanisme visible de la collaboration coloniale, mais qui sont à un autre niveau dans une sorte qu'on peut appeler de tranchée, mais qui sont dans des tranchées de gesticulation, qui sont dans des tranchées, comment dirais-je, de manipulation, qui exploitent les symboles, qui parlent d'indépendantisme, qui parlent de nationalisme, qui récupèrent les symboles et qui mènent une gestation pour faire croire qu'ils sont l'alternative, qui sont le contraire, qui sont en fait différents de, qui sont une forme de résistance, alors que il y a un cordon ombilical qui lie la collaboration à ceux qui sont retranchés dans leurs tranchées et qui jouent le jeu de la dissimulation politique. Alors, c'est-à-dire cette dissimulation politique, elle dure depuis 30 ans. Et elle sera illustrée par aujourd'hui des hommes qui sont brûlés. Elle va s'illustrer par une série de gestations, de gesticulations
des symboles nationalistes, des symboles crimes contre l'humanité, des symboles de réparation, des symboles, etc., des symboles, etc., mais qui, en définitive, ne sont dans une stratégie qui est diamétralement opposée aux objectifs qui concordent aux intérêts fondamentaux du peuple martiniquais, c'est-à-dire le peuple martiniquais souhaite des conditions de son industrialisation, de son développement économique, de pouvoir compter parmi des nations du monde qui peuvent, dans une phase, comment dirais-je, on peut dire d'épanouissement statutaire, parvenir à compter avec des partenaires qui peuvent l'aider à réaliser son industrialisation. Et donc, et cela ne se passe à un autre niveau. Cela se passe par rapport aux réalités, comment dirais-je, géopolitiques ou géostratégiques dans lesquelles se situe le peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, mahorais, réunionnais, kanak, etc. C'est-à-dire, ces pays-là, ils ont vocation à s'industrialiser, à avoir un marché commun, à se fédérer et à devenir une puissance mondiale, c'est-à-dire puissance mondiale qui se vaut en ce sens que là où la domination coloniale se réclame troisième puissance maritime mondiale, les colonies insulaires peuvent se constituer en marché commun, se développer, s'industrialiser avec l'Europe et avec d'autres peuples et émerger comme une puissance insulaire mondiale avec un marché commun et en relation avec d'autres pays aussi que l'Europe ou leur industrialisation. Donc tous ces BIC, tous ces objectifs fondamentaux pour l'évolution du peuple martiniquais et des peuples insulaires sont compromis par les éléments de la collaboration, par les éléments de la néocolonisation, ce qui est évident, mais aussi par ceux qui sont postés anti-war. Ça veut dire parce que par rapport aux gesticulations du système Rothschild, qui a confisqué aux Européens leur indépendance, le système Rothschild qui contrôle la Banque de France, la Banque d'Allemagne, la Banque de Belgique, les banques européennes. Donc, ce système économique qui n'est pas européen, mais qui est de la réserve fédérale, a dicté, de par le fait de sa domination sur la France qui a perdu son indépendance, que ces îles, loin de poursuivre leur avenir naturel dans le cadre de leur région des Amériques, qui n'est pas l'Europe, et de par leur proximité avec l'Amérique du Sud et les pays du Sud, les pays du tiers-monde, que ces pays-là, leur vocation de développement doivent être compromis par une intégration comme des satellites de l'Europe. Alors c'est pour cela que nous sommes venus à une construction artificielle de ce qu'on appelle Outre-mer, donc France-Afrique Outre-mer, pour oblitérer les possibilités, les perspectives d'industrialisation, de développement, d'épanouissement de la Martinique et de ces pays dans l'espace du Sud, les intégrer directement à un processus de Rothschild qui constitue, comment dirais-je, en fait un grappin sur l'Europe. Donc nous sommes prisonniers de Rothschild et d'Israël qui a opéré une captation sur la France, une captation sur les pays d'Europe, et finalement, cette captation de la France est inhérente à la captation des élites qui fonctionnent dans une gestion
programmée de la Réserve fédérale. Donc, c'est pour cela que nous disons que le processus d'émancipation du peuple martiniquais est indissociable du processus d'émancipation des peuples européens, du peuple français, du peuple allemand, du peuple anglais, du peuple belge, de tous les peuples européens, espagnols, portugais qui aspirent à rejoindre la Russie dans un processus de libération de la domination des Rothschild, si donc de la Réserve fédérale. Donc, en réalité, l'élite martiniquaise, en fait, est devenue partisane des entités néfastes qui menacent l'Europe. Parce que nous avons dit qu'Israël, sachant que l'apartheid en Palestine va disparaître comme l'apartheid en Afrique du Sud, elle a engagé un processus indépendantiste pour fractionner l'intégrité de la France, fractionner l'intégrité de l'Espagne par la Catalogne, fractionner l'indépendance de l'Algérie par l'indépendance des Berbères, fractionner tous les pays sur qui elle veut faire pression, parce que effectivement Israël, en état d'apartheid, voit en filigrane la disparition de l'apartheid comme en Palestine, comme l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est pour cela que en réalité, la junte néocolonialiste du nouveau colonialisme qui se situe en Martinique, eh bien, elle a compromis, elle a abandonné les objectifs du peuple martiniquais qui sont conformes aux objectifs d'indépendance des peuples européens et d'indépendance des peuples du tiers-monde par rapport à l'hégémonie de la superpuissance américaine qui contrôle l'Europe. Donc, cette élite, elle est devenue sournoise politiquement. Elle est devenue sournoise politiquement parce que toute une stratégie d'agitation, toute une stratégie de contrefaçon idéologique qui émane de cette élite cible tous les alliés des peuples insulaires et des peuples du Sud. C'est pour cela que dans les laboratoires de manipulation, on a sorti des symboles, et comme il y a une confrontation nord-sud, et l'enjeu de cette confrontation nord-sud, c'est un certain nombre de pays comme la Corée du Nord, la Chine, la Russie, l'Organisation de la Conférence de Shanghai, l'ALBA et l'Axe de la Résistance qui justement s'est illustré avec l'alliance de la Russie pour défaire un vaste complot terroriste sur l'Irak, qui a commencé sur l'Irak, qui s'est poursuivi en Syrie, au Liban, et en fait, il se retrouve un bloc de résistance des peuples du Sud qui veulent changer la donne dans les rapports de domination nord-sud c'est-à-dire pour créer un monde paritaire où les peuples non européens du Sud vont discuter d'égal à égal avec les peuples du Nord, ce qui va créer les conditions d'une stabilité du monde. Et c'est dans cette logique que souscrivent les intérêts du peuple martiniquais. Donc cette élite nouvelle du nouveau colonialisme, de la collaboration, elle est opposée aux intérêts fondamentaux du peuple martiniquais, aux intérêts fondamentaux d'indépendance des peuples européens par rapport à la domination américaine, et en définitive, elle
elle lorgne pour un processus déstabilisateur de fausse indépendance concocté par les Rothschild et Israël. Parce qu'Israël se dit indépendantiste, bien qu'elle est mal placée pour être indépendantiste, puisqu'elle occupe un pays, la Palestine. Donc voilà la schizophrénie de cette élite qui, sournoisement, mène une propagande idéologique qui se dirige contre tous les alliés des pays du tiers-monde, tous les alliés du peuple martiniquais, guadeloupéen, guyanais, mahorais, réunionnais, kanak, etc., etc. Puisque nous avons dit que des nouveaux ballons d'essai sont sortis des laboratoires de manipulation de certaines universités françaises, occidentales, manœuvrées pour créer un choc des civilisations. Alors, ce choc des civilisations, il va avoir comme détonateur la dynamite, c'est le réveil des vieilles histoires de l'histoire pour attaquer nos alliés. Réveil des vieilles histoires de l'histoire qui sera une dynamite, un détonateur, une utilisation des mythes. Alors, on va sortir on va aller dans les sarcophages de Champollion et de Napoléon. On va aller dans l'égyptianisme. Donc, il y a tout un arsenal idéologique, tout un arsenal théorique, avec des doctorants, des gens qui sont bien formés dans ce prosélytisme pour créer le choc des civilisations. Et par conséquent, certains veulent recréer un Hitler noir. Certains reprennent les théories du grand Israël pour attaquer l'Algérie, comme M. BHL veut séparer les Berbères, veut l'indépendance des Berbères en Algérie. D'autres vont attaquer, par exemple, ils vont dire que les pays du Maghreb et les pays depuis l'Égypte jusqu'à l'Euphrate sont des pays qui étaient habités par des pharaons noirs. Donc, ça veut dire qu'une reprise idéologique de courants sortis de laboratoires qui vont, etc., reprendre à leur compte la théorie du grand Israël. Et donc, en compensation, Israël se promet d'assumer une dislocation de la France en alimentant l'indépendantisme, une dislocation de l'Espagne, une dislocation de l'Italie en détruisant, en séparant la Lombardie et le Calabre, tout ça. Donc, et ça intéresse justement nos néocolonialistes qui, actuellement aux Antilles, sont dans un désespoir total. En ce sens que nous avons relevé les anomalies, telles que, comment dirais-je, ces chimères de déviation du marijanisme, du pseudo-mouvement indépendantiste qui promettait à certains intellectuels d'abandonner la conscientisation des travailleurs, des masses, au profit d'une accession au pouvoir. On ne sait pas quel miracle électoraliste, c'était tout simplement pour les démobiliser et pour œuvrer dans un sens, comme j'ai expliqué, dans un sens qui est contraire aux intérêts du peuple martiniquais, des intérêts des peuples du Sud, des intérêts des peuples insulaires, des intérêts de la lutte Sud-Nord. Et nous avons vu que cette déviation néocoloniale de rêve va tourner au cauchemar. Pourquoi? Parce que dernièrement, le représentant de la CTM, disons en la personne de ce soi-disant leader pseudo-indépendantiste, est allé à Sainte-Lucie. Et dans le cas
cafouillage, chaos politique, la tension politique qu'il est l'auteur, puisque c'est le fondement de la pensée unique, il déclare tout de go en public qu'il est allé à Sainte-Lucie, qu'on lui a dit qu'il est président de la Martinique. Qu'on lui a dit qu'il est président de la Martinique et qu'en réalité, il disait que vu la situation, comment dirais-je, vu la situation, le peuple martiniquais ne le mérite pas. Alors que nous sommes en plein cauchemar, en pleine chimère, puisque nous savons très bien que si cela a été dit, c'est tout simplement pour ridiculiser, comment dirais-je, l'instrument du nouveau colonialisme. Et lui, il a cru en ce canular, puisqu'il répète en toute fierté qu'il a été présenté sur un parterre, comment dirais-je, international comme président de la Martinique. Et on sait très bien que la Martinique n'a ni président, ni Sénat, ni assemblée législative, ni pouvoir exécutif, que la Martinique est ce qu'elle est. Donc, vous voyez que cette situation néocoloniale, qui est l'objet de chimères, de mascarades, une forme de délinquance politique. Une forme de délinquance politique qui vire au cauchemar même de l'agitation basique qui n'a aucun sens. Où des gens, aujourd'hui, pour faire le WhatsApp, ils se rouillent sur les brancards, alors qu'ils sont 4-5, ils se rouillent sur les brancards de la police pour faire de l'agitation, de l'activisme, pour faire ça, le WhatsApp sur Facebook, alors qu'ils sont dans une partition avec des caméras, avec des smartphones, pour faire de l'agitation, pour faire croire qu'il y a quelque chose de fondamental, de sérieux. C'est ridicule. Et dans cette forme de délinquance politique, nous avons dû intervenir parce que il y a un certain monsieur qui a créé, qui est un groupuscule qui s'est déclaré l'État martiniquais. Vous voyez, je lis l'État martiniquais ou l'autorité nationale martiniquaise. Et vous voyez que nous sommes en plein délire. Imaginez-vous qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est un espace contrôlé. Par exemple, lorsque des régions sont libérées, une administration parallèle se met en place et, comment dirais-je, l'équation populaire ou des forces qui contrôlent cet espace déclarent que, voilà, c'est un État. Mais le délire des chimères du néocolonialisme au niveau de ceux qui mènent l'action en tiroir par rapport à ceux de la CTM, ils ont osé se déclarer à travers un groupuscule l'autorité nationale, l'État martiniquais. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela est ridicule, puisque nous sommes dans un pays où il y a des généraux, des amiraux, qui sont tranquilles, en toute tranquillité, qui entendent dans la presse, tiens, il y a un État. Savez-vous qu'en Martinique, il y a un État? Qui est cet État? Qui représente cet État? Eh bien, c'est un monsieur de Saint-Joseph qui est comme vous et moi, qui s'est déclaré l'État martiniquais. Donc, vous voyez jusqu'où va le délire de cette délinquance idéologique et politique, ce que Fanon a dénoncé quand une situation devient délétère et il n'y a pas d'orientation. Donc, en tant que pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, nous avons dû répondre à certaines exigences. Parce que nous avons répondu, l'État martiniquais ou l'autorité nationale martiniquaise ne peut être une déclaration unilatérale, mais une émergence collective de consultation, d'adhésion fondamentale.
et que l'État martiniquais ne peut être que cela, n'étant pas du ressort personnel, individuel de comparses agissant de leur propre logique d'anticipation. Une telle démarche est porteuse de suspicions légitimes de nature à ne pas inspirer la confiance ni des masses populaires, ni des militants témoins de près de 6 décennies, de 1960 à nos jours, de l'opportunisme dirigiste des uns et des autres, et non le contraire. Voilà comment nous avons été obligés d'intervenir en tant que science politique Bocaille pour rectifier un certain nombre de déviations. C'est pour expliquer, chers compatriotes martiniquais, chers internautes, que nous sommes dans une dérive et que nous devons prendre conscience que aujourd'hui, le fait de faire une analyse et de revenir au basique du bas à bas de l'information, de la formation, c'est remettre le compteur à zéro pour mettre un terme à ces brigandages idéologiques, politiques de ceux qui sont désespérés, utilisent les symboles et manipulent notre peuple martiniquais. C'est pour ça que nous avons sorti ce schéma pour vous montrer que le peuple martiniquais est prisonnier et il est otage. Et dans ce triangle, vous voyez bien le carré noir où se trouve le peuple martiniquais prisonnier, pris en otage. Et des deux côtés du triangle, vous avez la colonisation et la collaboration néocoloniale. Et vous avez la nouvelle donne, là où se trouvent les deux flèches de déconstruction coloniale. Mais c'est un travail idéologique, c'est un travail de formation, c'est un travail d'information, un travail qui demande du temps. Un travail qui demande du temps, un travail de prise de conscience, un travail de formation qui est loin des actions de provocation que mènent certains agitateurs pour créer les conditions d'une répression, parce que des groupuscules actuellement qui sont manipulés par des gens qui sont boulés et qui visent les prochaines élections municipales dans le sud de la Martinique et la CTM, ils ont mené une stratégie de diversion des maillots. Vous avez des maillots jaunes, des maillots blancs, des maillots rouges, et que ces gens sont chargés de mener une agitation pour donner le change en ce qui concerne leur attitude, ce qui leur est reproché de leur opportunisme politique, pour ne pas citer. Et donc, nous avons constaté que WhatsApp et Internet favorisent des personnes qui sont en sous-traitance du néocolonialisme, des néocolonialistes, et qui, en fait, dans le cadre des groupuscules, ont entrepris une série d'agitations pour donner le change avec les caméras, pour que ça puisse faire du WhatsApp, faire le buzz, pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en Martinique, alors que tout simplement, ce sont comment dirais-je, la partie émergée des éléments qui sous-traitent au profit de ceux qui sont brûlés et qui envisagent les élections de la CTM et les élections municipales. Et donc, cela est grave parce que des gens qui, comment dirais-je, j'ai parlé de ceux qui se parlent de l'État martiniquais, et c'est une insulte envers nos ancêtres. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'État martiniquais. Mais des gens, des groupuscules qui ont entrepris de se rouiller sur les barrages de police de manière gratuite, et que cela peut entraîner des répressions et des arrestations si d'aventure
des militants importants sont impliqués dans ce genre de choses. Et donc, nous sommes dans une phase très critique de la déviation et de la corruption, et c'est pour cela que nous sommes dans le cadre de Sciences politiques Bocaille, Pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, nous sommes obligés d'informer sur tous les aspects de ces dérives qui relèvent de l'irresponsabilité, et l'irresponsabilité en politique constitue un piège pour les militants parce que cela est de nature à provoquer des arrestations, des situations qui sont, comment dirais-je, préjudiciables comment dirais-je, à la situation où politiquement il y a un certain nombre de gens qui sont dans un travail de conscientisation, d'information et de non-violence, comme nous le sommes, nous, et qui, par cette agitation, crée un climat sans raison d'agitation en mesure de déstabiliser, comment dirais-je, l'espace sociétal où nous avons besoin de la quiétude, nous avons besoin de la sérénité pour faire un travail pédagogique d'information, parce que, comme vous constatez, notre peuple martiniquais a été complètement décervelé et il nous faut une atmosphère de calme, de sérénité pour faire ce travail en toute quiétude. Et donc, je suis intervenu, chers auditeurs, sur ce deuxième volet. Et en fait, nous vous donnons rendez-vous peut-être à la semaine prochaine, parce que je rappelle que tous les thèmes que nous développons sont en rapport avec notre travail pédagogique d'information et de formation, et que nous pensons que nous sommes dans une lutte qui ne concerne pas seulement le peuple martiniquais, mais même les peuples français aussi, anglais, tous les peuples européens et tous les peuples du tiers-monde qui sont opprimés. Donc, par conséquent, nous devons être lucides et responsables, et en tant que pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne, nous avons conscience de pouvoir nous investir pour ce que nous croyons être juste. Et nous remercions enfin les internautes qui se sont manifestés à travers leurs réactions que j'ai données tout à l'heure et que j'ai essayé de leur dire de patienter, que effectivement la situation est compliquée, mais je reprends en fait pour conclure cette réaction d'un internaute que nous avons occulté son nom, qui nous disait que le but est de foutre bien le bordel pour manipuler le petit peuple et tirer avantage des classes dirigeantes. Le peuple est-il encore dupe, dit-il. Il faut dire que souvent les indépendantistes, les faux indépendantistes parlent en métaphore. Ils n'ont jamais nommé un chat un chat. Et souvent, issus du fonctionnariat tranquille pépère. Les gens qui bossent et doivent nourrir leur famille n'ont pas le temps, non. Donc voilà, donc je vous ai lu le poste de cette... Donc les internautes comprennent, ils réalisent que si, comment dirais-je, des individus agités créent le toxin, le chaos pour, comment dirais-je, compromettre la quiétude de l'espace social, eh bien, leur action d'agitation profite au système qui obscurantiste, qui veut justement faire table rase du discernement et compter sur la répression pour effrayer les libres penseurs, les syndicalistes, les personnes militantes qui font un travail en toute sérénité. Et cela, nous devons vous informer de la gravité de certains comportements. Et voilà, c'était Pôle Afro-Eurasie de la pensée caribéenne. Nous mouillons notre chemise parce que, comme
ont fait nos aînés, nos ancêtres et les militants valeureux qui ont travaillé, qui travaillent pour la cause du peuple. Merci et à la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo. Merci.